C'est comme ça quand t'as pas de cadavre dans ton placard. Je me dis toujours, ouais, j'aurais pu faire mieux. Donc, je me suis jamais retrouvé à un moment où j'ai dit, ouais, ça, c'était très bien fait. Ça doit être essoufflant, en fait. Donc, la décision que j'ai prise finalement de sortir un son, j'aurais aimé pouvoir faire ça beaucoup plus tôt. Okay. Parce que voilà, le temps passe aussi. Je veux dire, voilà, on prend de l'âge. J'en parle, et j'en parle de plus en plus. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je parle beaucoup de Dieu, même si peut-être je pourrais donner l'impression aux gens que je suis un athée, païen et tout. Ok. Ah, c'est eux qui voient, mais. Des discussions à cœur ouvert comme ça, je pense qu'il en faut plus. Je t'avais dit, hein, de toute façon. Ouais, tu m'avais dit. Non, c'est vrai. Quand tu es dans cette posture-là, c'est clair que tu peux avoir des problèmes avec la personne qui partage ton quotidien. Tu as cette personne-là à tes côtés. Bienvenue sur Pause, le podcast. Ici, on parle des expériences de vie que l'on s'empresse de partager et surtout celles que l'on n'ose pas. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir des Africains et Afrodescendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Charma Touba pour Pause le podcast. L'invité que nous avons aujourd'hui et qui nous fait l'honneur d'être là, vous avez l'habitude de le voir sur vos petits écrans ou au cinéma. Bien évidemment, si vous êtes attentif et que vous tirez un petit peu l'oreille, vous entendrez souvent sa voix. Passionné de musique, il n'est pas que talentueux dans le créatif, grâce à la matière grise qui lui a permis de décrocher un master en droit des affaires ainsi qu'un DESS en ressources humaines. Monsieur Landry Nyamba, bonjour. Bonjour, Charles. Comment tu vas? Super bien, et toi? Je vais très très bien, merci. Okay. Ça me fait super plaisir de te voir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là aussi. Tu es pas mal fit, on en parlait tout à l'heure. Quel souvenir du sport tu as? Au plus jeune que tu te souviens? J'ai commencé super tôt, hein. J'ai commencé pendant l'adolescence où je devais peser une quarantaine de kilos, je crois. Ah ouais? Ouais. Donc les gens ont créé ce complexe-là en moi. D'accord. On me charriait tout le temps. Je crois que je devais être en place depuis tout petit, hein. Et puis, j'ai eu des artistes que j'appelle mes idoles et que aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer. D'accord. Il y avait un groupe à l'époque qu'on appelait RAS. Je sais pas si tu connais. Et dans le groupe, il y avait un artiste qu'on appelait Pony que j'appréciais particulièrement parce qu'il avait un physique imposant et tout. Et moi, j'avais bien l'art qu'il pratiquait. C'était des rappeurs et tout, des rappeurs langue locale. Et puis, voilà, ça m'a inspiré. Puis, il y a ça, il y a ce personnage, et il y a d'autres personnages que j'ai vus dans des films et tout qui m'ont donné envie de pratiquer du sport. Et voilà, ça s'est venu. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie de mon lifestyle. Quand je peux, mais je suis pas toujours en salle parce que j'ai souvent pas le temps, malheureusement. Mais à chaque fois que j'ai du temps, je fais tout pour y aller. Et bon, là, en ce moment, j'habite beaucoup plus loin qu'avant de la salle. D'accord. Donc, ça rend les choses souvent un peu difficiles, surtout quand tu mets du temps à y aller. Ça étire. Ouais, tu commences à avoir la flemme, mais bon. Après, on crée parce qu'il y a la discipline. Il faut être discipliné, il faut toujours rester dans ce que tu t'es donné comme objectif. Il faut chercher même quand il pleut, des fois j'y vais parce que je me dis, ça fait partie de mon lifestyle. Bien sûr. Il faut pas que je relâche parce que c'est comme ça que tu t'installes dans, je cherche le mot juste. Dans une, tu commences à patiner. Ouais, et puis tu arrêtes et tu finis la vie, quoi, du tout. Et c'est ça que je veux pas, donc, je fais de mon mieux pour être là-bas tout le temps, quand je peux. Ouais, non, c'est pas évident. Mais toi, tu as commencé directement, comme on dit, pousser à la salle ou comment ça s'est passé? Bon, ou un sport co, le foot? Non, avant, quand on était beaucoup plus jeune, on faisait pas mal de basket. Je fais aussi du volleyball. D'accord. C'était ça que je préférais d'ailleurs, le basket, bizarrement. Parce que je sais pas, j'aimais bien le smash, des trucs comme ça. J'aimais bien ça, en fait. L'intensité. Ouais, parce que au basket, j'aimais bien, mais pas tant que ça. Bon, les gars avec qui on jouait, des fois, il y en a pas mal qui se blessaient, qui se mettaient le nez, des trucs comme ça. Ouais. Je trouvais ça curieusement un peu violent. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Le basket, je le voyais pas du tout comme un sport où on pouvait se prendre un coup de coude parce qu'on monte au panier, des trucs comme ça. J'ai connu pas mal de gens qui se sont pété le nez comme ça et ça m'a pas trop intéressé. Surtout qu'à l'époque, j'étais
physiquement, j'avais pas du tout, j'étais très maigre et tout. J'allais me faire au choc, mais oui, c'est donc, ça. bah, écoute, Ça n'en valait même pas la peine. On va éviter les trucs comme ça. Clairement. Parce que le basket, il était devenu comme du rugby pour moi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, toute proportion gardée. Voilà. Non, c'est vrai que quand physiquement t'es un peu plus frais, c'est très difficile de tenir la baraque. Les sports physiques, non. Et j'ai commencé aussi, très jeune, j'ai fait un peu d'arts martiaux aussi, un peu de tout ça. Ok. Ouais, donc après, avec le temps, bah, comme j'ai dit, ça faisait partie de mon lifestyle, mais après j'ai arrêté parce que je trouvais plus le temps d'y aller par rapport aux études, par rapport à là où je me trouvais. J'étais plus là en Côte d'Ivoire quand je faisais après le bac. C'est quelque chose qui t'a attiré toute ta vie? Toujours, ça c'était le principal. J'ai commencé par, quand j'étais en 5e, j'ai commencé à faire des pompes. Ouais. Pendant quelques années, quand même pas régulièrement, mais de temps en temps. Et jusqu'à la classe de première terminale, là j'ai commencé maintenant avec la fonte et tout. Ah d'accord. Ouais. C'est impressionnant de voir comment l'environnement ça shape un peu les choix, tu vois. Bien sûr, parce que les gens que tu fréquentes au quotidien, des fois ils influencent tes choix dans la vie, des fois. Après ça dépend si tu es très influençable ou pas. Oui, bien sûr. Mais ils peuvent t'influencer positivement comme négativement. Tout à fait. Moi, à la base, c'est vrai que j'appréciais j'appréciais ce physique athlétique que je voyais chez des artistes que j'aimais bien, chez des acteurs, mais les gens m'ont un peu vite poussé vers là. J'ai dit, mais tant mieux, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours recherché. C'était un défi pour moi, parce que aujourd'hui, quand je suis au top de ma forme, en tout cas, et que des gens, je leur dis comment j'étais avant, ils ne croient pas, ils se disent que peut-être je me donne, mais c'est ça. Et moi, j'aime les challenges. C'était un challenge pour moi d'arriver à dépasser ça. Justement, en parlant de challenge, toi, dans ta vie, quels sont les challenges auxquels est-ce que tu as fait face? Je pense que ça, c'en était un assez conséquent. Parce que c'est la première chose qui attire l'attention, c'est la première chose qu'on montre aux personnes qu'on rencontre. Et donc, à partir de ton physique, on va commencer à te juger, on va commencer à te coller des étiquettes. Tout à fait. Voilà, parce qu'on se dit, une personne qui est comme ci, qui est comme ça, forcément, voilà, comment elle vit. Ouais, exactement. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Voilà. Mais c'est un peu ça. Et du coup, aujourd'hui, le physique d'une personne peut la conduire vers, comment je peux dire ça, une carrière professionnelle. Ça peut faciliter certaines choses. Parce que moi, à partir du physique, j'ai pu devenir un mannequin ici en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, on m'a sollicité pour être acteur. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Voilà comment tu es arrivé dans l'industrie donc de l'acting. Voilà, exactement, c'est ça. C'est parti du physique, on va dire. Est-ce que tu as eu justement dans cette même industrie assez pointilleuse des challenges autres que juste l'apparence physique? Bien sûr, parce que justement, quand j'ai commencé ma première série qui était classe A, beaucoup de personnes qui avaient été formées pour être acteurs, parce que moi, je fais des études, j'ai fait un cycle supérieur et tout. Donc, j'étais pas à la base préparé pour être acteur. C'est ça que je devais faire. Mais il y en a qui ont fait un cursus spécial pour ça. Et ces personnes-là, en tout cas pas toutes, mais beaucoup, je sais pas si c'est de la frustration, parce que nous, on a eu la chance très tôt d'avoir une vitrine qui nous a explosé, qui nous a mis directement, j'ai envie de dire un griffe dans le top tier. Déjà. Tout à fait. Donc, je peux comprendre que des personnes qui ont trimé toute leur vie, qui ont fait des études pour ça, et qui n'ont pas eu cette opportunité-là, puissent en vouloir à ceux qui ont pu en bénéficier. Moi, je peux le comprendre. Donc, il y en a qui ont commencé à dire, ouais, c'est que du physique, mais voilà, est-ce qu'il peut donner plus que ce qu'on a vu et tout, parce que j'étais dans un rôle assez particulier, c'est que j'étais un étudiant, mais qui sortait avec sa prof, parce qu'il n'était pas très fort en classe, et il avait besoin de sous. C'est que lui donnait de bonnes notes et des sous. Donc, j'avais pas de challenge en tant que tel dans ce truc-là, parce que j'avais pas grand-chose à faire. Oui. Parce qu'il fallait juste pas juste que ça, mais le physique étant un peu là, ouais, ça fallait, voilà, et Dieu merci, j'avais commencé déjà à avoir du jeu, donc voilà, ça passait. Mais les puristes, ils sont allés à l'école pour ça, ils n'étaient pas convaincus, ils trouvaient tu pouvais avoir... voilà, ils trouvaient que c'était que du physique. Mais Dieu merci, ça a été un challenge que je me suis donné, et puis aujourd'hui,
c'est même personne n'a dit dire le contraire. Tant mieux. Attends, c'est que le parcours a été bon. Et comment tu puisais, ou comment tu puises jusqu'aujourd'hui dans tes ressources quand tu es face tu sais, on se prépare toujours, mais on n'est jamais assez préparé. Jamais. On n'est jamais assez préparé, donc dans quoi est-ce que tu vas chercher pour arriver à passer, par exemple, je veux dire, tu fais 20 fois la même prise, ou les challenges de la vie de tous les jours, de la vie adulte, les changements de vie, on parlait tout à l'heure de ton déménagement, par exemple, ça entraîne une nouvelle logistique. Donc, quel skill set tu mets en place pour pouvoir passer tout ça? Moi, j'ai un seul truc. Donc, à la base, je suis quelqu'un de perfectionniste. D'accord. Dès cet instant, ça détermine tout ce que je dois faire. Peu importe ce que je fais, j'ai envie de le faire le mieux possible. Donc, à partir de là, si ça nécessite qu'on fasse, par exemple, 20 prises, 100 prises, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour que le travail soit bien fait. Donc, ça, moi, ça me dérange pas. C'est pareil pour quand je pars d'un endroit A vers un endroit B. Il y a forcément un but. Si c'est pour le travail, il n'y a pas de souci. Je fais tout pour m'adapter parce que c'est nécessaire à la réalisation de ce pourquoi je suis là-bas. Je pense que c'est le perfectionnisme qui me motive dans ce que je fais. Je suis quelqu'un qui, j'ai quand même j'ai envie de dire une haute conscience professionnelle. D'accord. J'aime bien faire les choses. Quoi qu'on dise. Ouais. Même si je dois être bien payé pour quelque chose, je préfère que le travail que j'ai fait soit satisfaisant. D'accord. C'est ça, aussi bien pour moi que pour les personnes qui me sollicitent pour ce travail. Très important pour moi. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas? Bah, tu sais, le problème avec le fait d'être perfectionniste, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux. Même quand tu as fini et qu'on te dit que c'est bien, tu as toujours l'impression que tu peux faire mieux. Donc pour moi, c'est toujours, je suis dans ce perpétuel cercle. Je me dis toujours, ouais, j'aurais pu faire mieux. Donc, je me suis jamais retrouvé à un moment où j'ai dit, ouais, ça, c'était très bien fait. Ça me fait souffrir, en fait. Tu vois? Peut-être pour celui j'ai toujours vécu comme ça. Même quand j'étais étudiant, à l'école primaire ou quoi, j'ai toujours eu envie de faire mieux. Donc, j'étais très souvent le premier de ma classe. Donc, pour ça. Parce que c'est ça qui me pose, celui qui n'est pas dans celui qui n'a pas ce mindset, exactement ce que j'allais dire. Pour lui, ça peut être essoufflant. Ça peut être fatigant parce que, voilà, c'est un peu comme avoir quelqu'un derrière soi qui te met la pression à chaque fois. Moi, je me mets la pression moi-même. Il y a un homme spirituel qui m'a dit, une fois que je suis très dur envers moi-même. Je pense que ça doit être comme ça. Moi, en parlant d'homme spirituel, est-ce que tu peux nous parler un peu des personnes en mettant entre parenthèses la vie professionnelle qui est très étendue? Comment ça se passe par rapport à ta vie personnelle? Quelles sont les personnes qui t'ont impacté et qui t'impactent jusqu'à ce jour? Impacté à quel niveau exactement? Par exemple, je parlais d'un homme spirituel. Spirituellement, par exemple? Bon, donc cet homme-là, c'était un monsieur qui m'a dit qu'il était voyant. On s'est retrouvé par hasard dans un endroit chez un ami, et il était l'ami de l'ami en question, je crois, et il a commencé à me dire des trucs comme ça. Au niveau de la spiritualité, mon père, il était, comment on va dire ça, protestant méthodiste, et il était maître de chœur. D'accord. Le maître de chœur, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui dirige une chorale. Il écrit même des cantiques pour la chorale. Très tôt, nous, on a commencé à aller à l'église déjà. Ma mère aussi, elle est devenue protestante méthodiste, je crois, à partir de mon père, parce qu'ils se sont connus comme ça. D'accord. Je pense que c'est ça les bases de leur histoire. Voilà, je pense que c'est lui qui a dû l'entraîner chez les protestants méthodistes. D'accord. Et puis, donc, on a grandi avec ça. Du coup, ça donne, ça nous a donné un cadre. Notre vie s'est retrouvée dans un cadre bien précis. C'est-à-dire que tu veux bien faire les choses par rapport aussi à la religion. Voilà. On peut avoir une apparence qui ne donne pas cette impression, mais c'est très important pour moi la religion parce que ça te permet d'éviter de tomber dans certains vices, dans plein de choses que on pense que tous ceux qui sont acteurs ou artistes font. C'est très important. Donc ça m'a influencé aussi. Donc, peu importe le milieu dans lequel je peux retrouver, peu importe les dérives qui existent ou qui existeraient dans un certain secteur d'activité, moi, je ne me sens pas concerné par ça.
justement parce que j'ai eu cette base solide. Et toi, tu reviens, enfin, tu restes dans cette base solide-là. Toujours. Pour, c'est un peu ça, ton plate-bande, ça guide tes pas. Exactement. Et c'est ça qui m'a permis d'éviter beaucoup de choses. C'est vrai que je t'entends souvent parler de la grâce de Dieu. Toujours. Il me semble que tu l'as même gravé dans la peau. Tu disais, on a eu ce cadre-là. Ouais. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai beaucoup de frères. Hein. J'ai 5 frères, une sœur. Courageuse. Ouais, le truc, c'est que ma sœur, je l'ai eue du côté de ma mère. D'accord. Et du côté de ma mère, j'ai mon frère, elle n'a pas le même père, mais on est deux à avoir le même père. Et elle est née bien après, c'est-à-dire entre elle et moi, il y a genre 14 ans. Ah, d'accord, ok. Voilà, parce qu'après, mes parents se sont séparés quand j'étais encore jeune. D'accord. Après, chacun a fait sa vie et tout. Et mon père, il a que des garçons. Donc, voilà. Et toi, tu es placé où? Ben, je suis le deuxième. Le deuxième. Il y a un grand écart entre toi et ton grand frère? Il y a 4 ans. Mes parents ont respecté le planning familial pour moi. Ok. Donc, entre nous, il y a toujours 3 ans, 4 ans. Donc, les plus proches, c'est 2 ans, sinon on a 4 ans, 5 ans. On a le même cadre, souvent, et on peut grandir différemment. Toi, tu as quelle relation tu as encore avec quelle relation tu as avec tes proches aujourd'hui? Bon, après, je sais pas ce qu'ils font, mais quand on est très souvent sous les feux des projecteurs, ça peut parfois, enfin, on le voit hein, dans la famille de beaucoup de personnes qui sont justement à l'écran, ça peut apporter à des jalousies ou des incompréhensions ou des frustrations, ou au contraire, ça peut renforcer des liens familiaux aussi. Et toi, ces projecteurs-là, c'est que sur toi? Ou quelle a été la dynamique, justement? Ouais, je pense que tu as mis le doigt sur des choses qui sont vraies. C'est que quand tu es sous les feux des projecteurs comme ça, bah, voilà, tu attires l'attention. Même dans la famille, souvent, les rapports peuvent être différents. Il y en a qui peuvent penser que, voilà, tu as toutes les clés. Et que tu peux résoudre tous les problèmes. De toute la ville, de toutes les villes. Que tu connais tout le monde. Même si c'est pas les gens de la famille, les amis ou les gens de ta famille pensent ça, et donc on a l'impression que tu peux régler tous les problèmes parce que soi-disant, tu connais tout le monde, alors que c'est pas forcément le cas, en fait. Ça n'a rien à voir. Il y a des membres de la famille qui deviennent très protecteurs, par contre. D'accord. Ouais, parce qu'ils estiment que tu peux te retrouver dans une posture où les gens vont peut-être médire, où les gens vont peut-être essayer de t'attaquer verbalement. Hein. Oui, et bien donc, sûr. eux, ils sont là pour défendre, ils le font spontanément, il y en a comme ça. Il y en a d'autres qui pensent anticiper tes réactions en étant... Mais ça, c'est pas... Bon, dans la famille, il peut arriver que des gens se disent parce que tu es à tel niveau, tu les calcules plus ou quoi. Les gens qui pensent comme ça, alors que ça n'a rien à voir, ils ne savent pas l'emploi du temps. Ils ne se rendent pas compte que quand tu fais ce que nous on fait, tu n'as pas l'emploi du temps du personnage lambda qui se lève chaque jour, du lundi au vendredi, tu pars au travail de 8h à 18h. Nous, on n'a pas d'heure. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de day off. Moi, j'ai beaucoup bossé le 1er mai. Alors que le 1er mai, c'est la fête du travail. Normalement, c'est férié, tout le monde a raison. Moi, je bosse des fois ces jours-là. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et puis, il y a des amis, peut-être des personnes que tu as connues avant, quand tu étais à l'école, ou je sais pas, qui, par exemple, quand vous devez vous rencontrer, comme elles se disent que tu vas les snobber, elles anticipent. Et du coup, de te prendre de haut. Voilà, elles les anticipent. Ça arrive. Parce qu'elles sont persuadées que tu vas les prendre de haut, elles préfèrent... step back. Voilà. C'est un peu malheureux, mais ça arrive. Oui, c'est malheureux. Mais du coup, ça peut aussi, toi, par rapport à tes rapports, justement, humains de la vie de tous les jours, ça peut altérer. Ça peut altérer parce que si tu te retrouves, comme j'ai dit, dans une position où tu rencontres de vieilles connaissances qui, se disant que tu es aujourd'hui populaire ou je sais pas quoi, comment dire ça, tu vas les rejeter et que cette personne-là commence à avoir l'attitude justement qu'elle ne veut pas que tu aies. Oui, tout à fait. Fatalement, ça risque de vous éloigner. Et après, ça dépend des rapports que vous avez eu. Tout à fait. Les rapports de base. Si vous étiez assez proches, si vous vous entendiez super bien. Moi, quand c'est comme ça, je vais
sachant ce qui se passe, je vais vers la personne et commence à lui... directement, tu préfères faire le premier pas. Je casse le truc, quoi. Directement. Ouais, parce que je me dis que la personne elle est dans une position où elle se dit que voilà, peut-être que tu vas... Et ça m'est arrivé même des fois que je suis allé au village, j'ai rencontré des personnes comme ça parce que nous on partait régulièrement au village quand on était petit, mon père il nous envoyait au village quand on était en vacances, c'était 3 mois de vacances. Des fois on passait 2 mois, 2 mois au village. C'était bien, franchement c'était bien. Parce que après c'est clair que quand tu restes là-bas longtemps, ça te saoule un peu d'envie de rentrer. Dieu m'a fait grâce d'une bonne mémoire. Donc, il y a plein de personnes que j'ai vues quand étant petit, et comme elle a dit plusieurs fois, je me souviens de ces personnes-là, je me souviens même de leur nom et tout. Mais quand on se voit, ces personnes-là se disent, ah ouais, peut-être qu'il me connaît plus, mais bon, je préfère me mettre dans mon coin. Et je vais vers la personne, je lui parle, ah, ça va, la personne s'appelle Jean, ah, ça va, Jean, et tout. La personne est étonnée, ah, tu te souviens de moi, bien sûr, si on a fait ça, quoi. Et ça met les gens à l'aise. Les personnes se disent, ah, mais tant mieux, finalement, c'est pas ce que je croyais. Toujours ce souvenir de ce qu'on vient. Bah ouais, c'est important, ça sert à rien de snobber les gens, ça sert à rien de se donner des airs supérieurs. Franchement, ça sert à rien. Il faut se faire respecter, c'est clair. Il est important d'être proche des gens, mais il est important aussi de se faire respecter et de faire en sorte que les gens ne dépassent pas les frontières. Parce qu'il y a des gens qui débordent. Les gens ne connaissent pas les limites. C'est important d'établir des limites. Comment ça se passe alors dans la vie sentimentale? Parce que c'est déjà dans le coronaire, si on peut dire ça comme ça, dans les relations proches, c'est délicat. J'ose même pas imaginer dans la vie sentimentale amoureuse. Bah, écoute, quand tu es dans un secteur d'activité comme le mien, sentimentalement, ça peut être difficile si tu tombes sur une personne qui n'est pas compréhensible. Moi, quand je tourne, par exemple, dans des séries, bon, pas au Sénégal, parce qu'au Sénégal, les contacts physiques, comme il y en avait dans la bataille des chéris, où il y en a ça se fait pas, c'est plutôt suggéré par rapport au contexte là-bas, culturel. C'est très assez tabou. Voilà. Mais ici, chez nous, ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, voilà, on essaie d'être le plus réaliste possible, comme dans les films des Occidentaux, c'est eux qui nous ont appris à faire des films, donc on essaie on n'essaie pas de copier forcément exactement tout ce qu'ils font, mais on essaie d'être réaliste. Donc, d'ailleurs, merci à tous les réalisateurs qui créent de plus en plus de contenu intéressant. N'est-ce pas? Vraiment. Alors, quand tu es dans cette posture-là, c'est clair que tu peux avoir des problèmes avec la personne qui partage ton quotidien si cette personne-là n'est pas compréhensive et ne fait pas la part des choses entre ton travail et la vie. Voilà. Ça, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer, par exemple. Que tu rencontres? Ça m'est déjà arrivé pas parce que la personne manifeste trop de jalousie par rapport au contact que j'ai avec X ou Y, mais plus par rapport au temps que ça me demande et donc à la disponibilité, en fait. Ça peut, par exemple, je pars au Sénégal pour tourner, je pars 5-6 mois, tu vois. J'ai fait ça déjà 2 fois, je suis allé au Cameroun, j'ai fait 5 mois. Ça fait, et généralement, depuis 2021, je passe la moitié de l'année dans un autre pays. Et bon, c'est une bonne chose en soi parce que ça, c'est du travail. Bien sûr. Ça permet d'accroître sa notoriété, son portefeuille, enfin plein de choses. Oui, le network, même tes skills. Aussi, bien sûr. Mais de l'autre côté, ça peut te desservir au niveau personnel. Ça peut te desservir si tu n'as pas à tes côtés une personne capable de comprendre ça. Voilà, parce que là, facilement, tu peux te retrouver dans une relation à distance et tu connais un peu ce que ça donne, les relations à distance. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu es dans un pays. Il y a la logistique de ça aussi après. Dans un pays, c'est quoi cette logistique-là? Tu es dans un pays, tu vis à je sais pas combien de kilomètres de la personne avec qui tu es censé être en couple. Vous pouvez rester genre 5-6 mois, 1 an sans vous voir. Disons la vérité, c'est pas très fiable, ça. C'est pas très fiable. Ouais, parce que l'être humain est ce qu'il est. L'être humain est ce qu'il est, comme on dit. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Mais voilà, t'as beau te retenir et tout.
la chair est faible, quoi. Il y a un moment où tu risques d'être mis en face de tes faiblesses. Et comme la Bible dit, fuyez. La tentation. Voilà, donc si tu es enfermé d'un coup, tu peux pas fuir, tu fais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter l'esprit de ta posture comme ça. Et c'est ça, c'est l'une des difficultés en fait. Que tu as. Et tout ça, tu as cette personne-là à tes côtés. Pas en ce moment, parce que là, l'une des difficultés encore, c'est que ça devient une source de stress à un moment donné. De stress? J'explique. Quand la personne. Faut expliquer. Quand la personne trouve que, bon, par exemple, je fais en dehors du cinéma, en tant qu'acteur, je fais du doublage de films. Il fut une époque, par exemple, où j'étais au studio, du doublage tous les jours jusqu'à tard le soir. Parce que, en plus d'être comédien de doublage, j'étais aussi DA. C'est-à-dire que je dirigeais des projets et tout. Voilà. Donc, directeur artistique. Voilà, directeur artistique de doublage. Et donc, c'était quoi mon rôle? Il fallait que je dise aux comédiens comment poser sa voix pour que ça matche avec l'image. Il faut que, quand on regarde la personne en train de jouer, voilà, il faut que le ton de ta voix corresponde à ce que la personne joue pour que ce soit crédible. Tout à fait. Et donc, je faisais ça à longueur de journée. Et comme c'est pas un travail qui se fait de 8h à 18h, genre bien carré et tout, les gens comprennent pas que tu dises des choses au studio. J'ai dit, 22h, je suis encore au studio. Parce que des fois, tu as des programmes à terminer, tu peux pousser. Donc après, il y a le stress il y a quelqu'un qui va attendre. Tu n'es pas, tu sais quoi, machin, et ça te stresse parce que tu as déjà un stress là où tu bosses. Et on va te rajouter ça quand c'est comme ça. Moi, j'étais en train à prendre congé. Ouais. Je peux te prévenir 1-2 fois, mais si ça devient trop, parce que j'aime la paix, en fait. J'aime la paix. Et c'est pour ça qu'il faut une personne compréhensive. Ouais, qui comprenne. Voilà, quand la personne comprend, ça vous plaît pas la tête. Il y en a, ça existe, il y en a. Oui, bien sûr. Mais après, vous pouvez rencontrer des problèmes sur d'autres choses. Mais ça existe. Tout à fait. Mais voilà. Moi, ça, je joue pas avec. J'ai perdu trop de temps dans ça. Je me suis retrouvé avec une compagne qui mettait la pression, qui fouillait, qui m'empêchait quasiment de tourner des films parce que je devais être avec telle fille dans le film, enchaîne. Et puis j'acceptais ça parce que je me disais, ouais, bon voilà, ben après j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Et j'estime que ça n'a pas de sens. Voilà. Tu sais le travail que je fais, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, c'est tout. Oui, non, clairement. Non, c'est pas évident, mais c'est pas évident parce que tu es papa déjà. Ouais. D'accord. Et c'est une compagne qui t'accompagne dans cette vie paternelle aussi, peut-être. Non, bon, alors c'est séparé depuis longtemps parce que c'est plus un petit garçon et grand maintenant, donc il y a longtemps qu'on est plus ensemble, mais donc on n'a jamais eu à vivre ce moment-là. Ah, d'accord. Mais c'est plus, enfin, je peux pas dire que c'est pas ton focus parce que nous sommes des êtres humains. Mais c'est un peu ça. Ah ouais? Parce que j'ai perdu à un moment donné, j'ai envie de dire ça comme ça, j'ai perdu un peu de temps sur ça. André, on ne va pas dire ça. Il y a des personnes qui nous regardent. Non, il voulait pas dire perdre. Non, il voulait dire que... C'est important de le dire. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'a freiné dans mon évolution. C'est-à-dire, le stade où je suis aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, j'aurais pu atteindre ce stade beaucoup plus tôt. Et je serais aujourd'hui peut-être dans une position plus intéressante pour enlever les parenthèses, justement. Mais tu peux pas dire ça parce que chaque chose, ça évolue. Non, forcément. Non, je suis d'accord. C'est pas faux. Mais quand je dis ça, c'est parce que j'estime que quand tu es dans une relation comme ça, chacun doit plutôt pousser l'autre à atteindre son objectif, plutôt que, c'est pas peut-être volontaire, mais par des soucis égoïstes, essayer de freiner la personne parce qu'on a l'impression qu'elle va la retenir parce qu'on sait ou on croit que cette personne-là va fréquenter d'autres personnes dans son milieu, peut-être s'attacher à une personne là-bas. Je trouve que c'est pas intéressant. Donc, comme j'ai déjà vécu ce type d'expérience-là, j'ai décidé, j'ai un objectif bien précis que je veux atteindre en ce moment. Et donc, je veux atteindre cet objectif, ou en tout cas, être vraiment proche de cet objectif-là, pour pouvoir être plus fluide sur un certain plan. C'est important. Je me dois de te demander quel est cet objectif.
Ah non, ça par contre, c'est perso. C'est perso, tu veux pas dire. Non, je peux pas trop en parler pour l'instant. De toute façon, quand ce sera le moment, ça se verra. Ça se verra et j'en parlerai. On est en Afrique, on a tendance à dire que quand tu es en train de faire quelque chose, vaut mieux ne pas trop parler parce que tout à fait. tu sais pas qui est pour, qui est contre. Bien sûr, là, je suis en train de tu me poses les bases. Voilà, petit à petit, quand ça va aller. Ça va aller. Tout se fera en temps et en heure. Moi, je suis le genre qui pense que faut pas chercher forcément. Forcer. Voilà, il faut laisser les choses se faire, quoi. Oui, et je suis dans cette optique-là. Mais tu trouves pas que c'est extrêmement difficile de nos jours, les relations amoureuses, le rapport homme-femme? On a tous les extrêmes, les féministes qui sont pointés du doigt, les extrémistes. On a le combat des hommes de notre génération. Il y a la masculinité, on leur demande de prendre la parole, mais dans ce même temps-là, on leur empêche de prendre la parole, dans le sens où si tu prends trop la parole, si tu pleures trop, tu es trop vulnérable, donc tu n'es pas trop garçon. Tu trouves pas que c'est assez délicat, non? Ouais, bien sûr. Comme tu l'as dit, tu as parlé de féminisme. Je pense que déjà en Afrique, bon, peut-être pas seulement en Afrique, un peu partout, le féminisme est un peu mal compris et mal mis en œuvre, quoi. C'est-à-dire que, et partant de là, ça a des répercussions sur les gens, par exemple. Je veux dire, déjà, ça va avoir des répercussions dans la mesure où, par exemple, ici, les femmes, beaucoup de femmes pensent que le féminisme, enfin, elles oublient l'essence du... Il y a un combat bien précis qui est de faire en sorte que la femme, enfin, ça dit que la femme est capable de faire tout ce que l'homme fait. Tout. Toute proportion gardée. Mais on a des différences physiques déjà qui limitent les choses. Après aussi, il y a des choses que les femmes peuvent peut-être aisément faire par rapport aux hommes. Dans tous les cas, il faut avoir cet équilibre. Voilà, il y a un équilibre à respecter et il faut que tout le monde en soit conscient. Sauf que ici, souvent, c'est pas bien perçu. Et en même temps que, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps que il y en a qui se proclament féministes, en même temps, ils demandent à l'homme, par exemple, de tout gérer. Je veux dire, c'est paradoxal. Tout à fait. Dans la mesure où tu dis que tu es capable de faire les mêmes choses que l'homme, là, je parle de dans le cas, tout à fait. Il faut accepter ça. Ça fait partie des difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, il y a des hommes qui sont plutôt old school, qui vont être du genre, ouais, moi j'ai vu mon père tout gérer, donc moi je gère tout. Même si on n'est pas dans la même époque. Avant, les mamans n'étaient pas... C'est pas la même structure. Voilà, tout a changé. La société n'est pas la même aujourd'hui qu'avant. Tout ça, il faut qu'on en tienne compte aussi. Donc, tout ça, ça fait partie des difficultés. Donc, l'Henri Nambay, 50-50 ou pas? Non, je dirais pas ça. Moi, je peux pourvoir aux besoins de mon ménage, tant que Dieu m'en donne les capacités, mais j'estime que c'est injuste quand même. Je dis, on va aller pas à pas. Tu touches 300 000. Ta compagne touche peut-être même plus que toi ou autant. Mais c'est toi qui dois tout gérer. Elle fait pas de son argent. C'est pas normal. Spontanément, elle doit pouvoir dire, ouais, je connais ses revenus. Même si je vois qu'il prend des initiatives, il décide de tout gérer. Moi, à mon niveau, en tant que femme, connaissant ses revenus, connaissant ses obligations familiales aussi, en dehors de nous deux, je me dois de lui apporter mon aide, je me dois de contribuer. C'est pure logique. C'est beaucoup de femmes qui ne réfléchissent pas. Moi, je vois des femmes qui disent, mon argent, c'est mon argent, l'argent de mon mari, de mon copain, c'est notre argent. Faudra nous dire qui vous êtes. Je trouve que c'est pas. Tu penses que c'est pas fair? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. On évolue dans une société qui est différente de celle de nos parents où les mamans ne travaillaient pas comme aujourd'hui. Les mamans étaient à la maison et tout. C'était normal que l'homme ait une obligation, de subvenir intégralement aux besoins du ménage. Aujourd'hui, c'est différent. Les femmes ont la possibilité de travailler. Des fois, elles ont des postes même. Tu peux voir un monsieur dont la femme a une position sociale plus élevée que la sienne. Tout à fait.
Ça arrive. Donc, mais dans ce même timing-là, sans te couper, dans ce même timing-là, où il y a cette configuration-là, il y a aussi la configuration de, tu sais, dans nos communautés, j'allais dire la place de la femme, c'est Allah. Bon, ils disent à la cuisine. Ils disent à la cuisine. Ouais. Mais dans ce même timing-là, où il y a cette contribution, c'est un petit peu cette, entre guillemets, cette... je trouve que c'est super délicat dans cette saison-là parce que on a le mindset de cette prise de conscience qu'on n'est pas à l'époque de nos parents, mais aussi identitairement, on veut aussi se rattacher à ça parce qu'on sait aussi d'où on vient et on sait aussi ce que ces bases nous ont apporté pour reprendre les termes du cadre concernant les parents. Et je pense beaucoup de schémas familiaux d'entre nous, c'est super. Je trouve que c'est pas mal délicat, tu vois. Parce que dans ce même temps-là, les femmes vont dire ben, je contribue, mais ne t'attends pas à ce que la maison soit propre du lundi au lundi, que tu as un repas chaud, tu vois. Je trouve ça tellement... Après, il y a ici les réalités sur le continent, sur le sous-continent, sont différentes de l'Occident. Absolument. Dans le sens où ici, tu peux avoir une nounou quand tu as des enfants, les tatas qu'il y a dans la maison, tu vois, ce qui est très différent de l'autre côté. Tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat et je trouve que c'est des réflexions dans la réflexion. Et je pense, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est aussi important. Voilà pourquoi c'est aussi important de prendre le temps de s'assurer qu'on marche dans la même direction. Absolument. Nous avons nos réalités ici. Hein. Voilà, on a notre culture. L'Afrique, même si il y a plusieurs pays, on est d'accord sur plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui nous rassemblent. Dans nos cultures, il y a beaucoup de similitudes. Donc, et c'est totalement différent avec ce qui se passe de l'autre côté. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le modernisme et tout, il y a la globalisation, il y a la mondialisation, tout ça. Mais il ne faut pas qu'on oublie notre base. C'est-à-dire que voilà, tout à fait. Il y a des choses qui sont venues de l'Occident, parce que là, aujourd'hui, on vit dans un monde très démocratisé. Voilà, tout est ouvert, on a accès aux connaissances d'ailleurs, on voit un peu les traditions et les cultures d'ailleurs. Bon, même si on veut prendre ce qui nous intéresse dedans, c'est pas beaucoup plus ce qu'on avait ici, qui était que, voilà, la femme dans le ménage, à la base, elle avait une certaine place. On ne lui dit pas qu'elle doit être la bouche dans ce corps-là, c'est pas ça. On n'oublie pas ça. Il faut qu'on s'appuie encore un peu dessus et qu'on ajoute aussi ce qui vient d'ailleurs. Il faut trouver l'équilibre en fait. Et il faut que les femmes et les hommes en soient conscients. Il ne faut pas que l'un essaie de tirer la couverture vers lui parce que c'est ça qui l'arrange. Oui, ça, c'est ce qui est tout à fait. Oui. C'est ce qu'on observe beaucoup et c'est de là que je pense viennent tous ces conflits en fait. Et bien sûr. Parce qu'à partir du moment où l'autre même ressent que tu veux tirer plus la couverture que lui, il va dire, mais attends. Ouais, ça va créer des équilibres. Voilà, tout à fait. Et puis, voilà, chacun va prêcher pour sa chapelle, chacun va vouloir que ce soit sa loi qui se fasse. Et c'est là que tu vas voir que l'autre sera plus féministe, genre, voilà, c'est ça. On veut les avantages, mais on ne veut pas les inconvénients. Ben voilà. Non, c'est chaud. Bon, peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront dans le mindset de Landry, ou peut-être la parente. Bon, comme on dit, parfois quand on cherche pas, ça te tombe dessus. Donc, tu n'es pas à l'abri qu'un pain vienne tomber sur toi. On n'est jamais à l'abri de ça. Mais on n'est jamais à l'abri de ça. C'est une bonne chose. Ouais. Mais bon, quoi qu'on fasse, qu'on se trouve, quoi qu'on veuille faire, il est important comme tu l'as dit, qu'on sache d'emblée si on marche dans la même direction, si on regarde et on marche dans la même direction. Tout à fait. Si on n'a pas, il y a plein de sujets qui doivent être abordés pour qu'il y ait la cohésion. Quand cette base elle est établie, après les autres choses sont les détails. Quels sujets tu penses maintenant importants
important à évoquer avant déjà, de se mettre en couple. déjà, et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle très peu de gens pensent. Déjà, moi, par exemple, je suis, comment on dit ça? Je suis drépanocytaire, mais AS, c'est très faible. D'accord. Et moi, ma mère, chaque fois, elle m'interpelle dessus. Elle m'a dit, si tu rencontres une personne, il faut chercher à t'assurer que cette personne ne soit pas drépanocytaire. Parce que si elle est drépanocytaire et que toi, tu as un trait, parce que pour moi, c'est vraiment light, et que cette personne-là est drépanocytaire et que c'est un peu prononcé, vous aurez du mal, les enfants. Ça va être super compliqué. Les enfants pourront ne pas survivre. Il y a plein de choses comme ça. Alors, en dehors de ça, il y a la religion. On s'entend pas souvent sur des choses. Imagine, tu tombes sur une personne de religion différente. Bon, moi, je suis chrétien, confession, et elle est musulmane, par exemple. Imagine, on te dit, ouais, que vous entendez super bien, ça se passe bien, et au dernier moment, on te dit, non, son père veut que tu te convertisses. Ça peut être un gros problème. On est déjà avancé dans la relation. Ouais. 5 ans sont passés. Voilà, c'est-à-dire, il y a eu des projections, il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Ça peut être compliqué, tu vois, il y a ces choses. Donc, la santé, enfin, s'assurer la compatibilité sanitaire, si on peut dire ça comme ça, la religion. Oui. Et puis, déjà, ce dont on a parlé tout à l'heure, oui, comment tu vois, les valeurs de vie. Voilà, comment tu vois ça, toi, à ton niveau. C'est très important que chacun exprime à l'autre sa vision. Comment ça doit fonctionner. C'est une team. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est une team. Et dans une team, il y a un capitaine. Et puis, mais tout le monde concourt à la réussite de cette team-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est censé être supérieur en trip à l'autre. On délègue le capital, le pouvoir de diriger la team à quelqu'un. Oui, tout à fait. Puis, oui, c'est le relais un peu comme sur la piste, tu vois. Voilà. Toi, tu es bien là-bas dans les finances, il faut gérer. Toi, tu es dans l'admin, l'admin. C'est comme ça que la team va progresser. Mais sinon, ce sera une succession de bras de fer, des trucs comme ça. C'est un autre. Voilà. C'est-à-dire, vous aurez validé la santé, vous aurez validé la religion, et puis ce sera ça votre talent d'Achille. Bras de fer, parce que voilà, chacun estime que. Voilà. Ce serait dommage. Je pense qu'on en voit de plus en plus, quoi. Oui, bien sûr, ça, au quotidien. Hein. Moi, j'ai connu des couples, des personnes qui se sont mariées, genre, aujourd'hui, et qui ont commencé le divorce 2 mois après, des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Prenez bien le temps de discuter. Voilà pourquoi pose le podcast, c'est là. On ouvre la parole. La parole, c'est super important. Ouais. Et je pense aussi que ce type de conversation-là aussi, c'est important parce que dans ce rapport-là, on parle pas assez, je trouve, en tout cas, des relations platoniques qui peut avoir ce qu'un homme peut apporter à une femme et vice-versa, sans pour autant être dans l'intimité amoureuse directement, tu vois, les amis et ce genre de choses. Mais tes projets, on en parle ou pas? Bon, j'ai des projets. Pas celui entre parenthèses à celui-là. Non, ça c'est sûr. Bien sûr, j'ai des projets de films, on n'a pas encore établi les choses, donc voilà, c'est en cours. Voilà. Il y a aussi des projets. Bientôt, je compte sortir un single, ce sera une première. Oh. Et donc, vous verrez, voilà, quand le moment sera venu, vous en parlerai plus amplement. Hier, j'ai fait un post dessus. Okay. Les gens pensaient que c'était une blague, mais c'était sérieux, en fait. Voilà, c'était sérieux. L'envie en bas, se met au micro, pas pour la comédie, pas pour le doublage de voix, mais pour la chanson. Ouais, carrément. Parce que c'est quelque chose que je devais faire depuis super longtemps. J'estimais que c'était pas le moment, mais je sais pas aujourd'hui. Je pense que, on l'a dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout, et je pense que le temps est arrivé. Voilà. Ouais. Au début, je voulais forcer. Il y a longtemps que je voulais faire ça, mais les conditions n'étaient pas arrivées. Bizarrement, c'est venu à moi. J'ai même pas forcé. Ça, c'est entre guillemets débloqué. Ouais, on m'a approché. Ouais, avec insistance. Gentiment, c'était bien. Pour me dire, oui, ce serait bien que tu fasses, Et je me dis,
quand Dieu te donne des aptitudes, ce serait quasiment péché de ne pas s'en servir. Voilà, il y a plein de gens, comme disent les Camerounais, ici dehors, qui auraient besoin de ces aptitudes-là, qui ne les ont pas, et qui galèrent. Tout à fait. Toi, tu as ça et tu joues avec ça. C'est injuste. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Puis après, tu as des comptes à rendre. Bon. Bah oui, tu vas te dire, je t'ai donné ceci, tel talent, t'en as fait quoi? Ouais, non. Pendant que d'autres en auraient besoin. Ou créer. Parce que tu vois, dans le même temps, tu vois qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas forcément et qui forcent dans ce domaine-là. Tout à fait. Tu vois? And they make it. Hein? Il y a beaucoup. Oui, il y en a qui tapent le dos aussi. Oui, aussi, beaucoup. Voilà. Mais ils s'en foutent parce qu'ils se disent, ils font ce qu'ils ont envie de faire, même s'ils n'ont pas les talents pour ça. C'est risqué ce que tu fais, tu penses pas? On te connaît dans une industrie, tu sens un petit peu, c'est vrai qu'on t'entend parfois pousser la chansonnette vis-à-vis de la jante féminine. J'attire l'attention petit à petit sur ce secteur parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas. Je procède un peu comme ça pour attirer l'attention. Mais j'ai fait une série où on a fait c'était une comédie musicale. Donc déjà je pense que il y en a beaucoup qui savent pas que c'est moi qui ai chanté les chansons, mais déjà tout ça c'est pour attirer l'attention des personnes vers ça. Et puis je trouve que tu ne montres pas tout ce que tu peux faire d'un coup. Si on le découvre maintenant sur ce plan, tout à fait, petit à petit. Ouais. Et ça, comme ça, les gens auront l'impression qu'ils ont toujours des choses à apprendre sur moi. Oui, non, c'est important. Ouais. On a tout découvrir d'une personne d'un coup. Ouais. Ce serait même pas intéressant. Ouais, non, c'est sûr. On en a beaucoup découvert sur toi aujourd'hui. N'est-ce pas? Ouais, non. Non, on a beaucoup découvert sur toi, merci. C'est vrai que je pense que je t'allais à le dire face caméra, je t'ai trouvé extrêmement humble. Merci. Je force pas, j'essaie de ma nature. Ouais. Non, ça c'est juste. C'est pour ça que je me permets de le dire. Je dis pas ça à tous les invités. Ah bon, hein? Oui, non. Mais déjà, mes invités, faut voir comment je les choisis. Là, oui, je suis très, très concentrée. C'est vrai. Très concentrée. Donc, je suis contente justement c'est important pour moi parce que tu sais, les personnes qui sont à l'écran, très souvent, on les déshumanise. Très souvent, on les associe directement à leur rôle. Et en parallèle de ça, il se passe plus rien. Quand on voit ce que tu fais, très rapidement, on peut se dire que tu as un pouvoir de jupon. Je me disais bien qu'il y avait plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais heureusement. C'est bien que tu aies pensé ça. Mais moi, je suis dans l'industrie et c'est justement pour ça que je fais ça, parce que je trouve que il y a ce qu'on voit face caméra et beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe autour. La plupart des gens. Donc, c'est très difficile pour eux de se dire, ah, bah, c'est des êtres humains. Ah, bah, Landry, il va à la gym tout le temps. Ah, bah, parfois, il galère. Ah, ben, tu vois. Et, tant dans l'industrie sportive, plus particulièrement que dans l'industrie créative, il y a cette déshumanisation-là qui, je pense, est important d'être remise sur la table et rétablie. Exactement. Quand tu fais ce qu'on fait, il faut t'attendre parce que les gens te voient d'une certaine façon, qui n'a rien à voir avec ce que tu es en réalité. Par exemple, j'ai tourné dans ma première série, j'étais gigolo, donc jusqu'aujourd'hui, les gens sont persuadés que c'est mon mode de vie. Soi-disant parce que j'aurais le physique qui s'y prête, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un rôle, c'est un travail. Mon éducation, j'en parle de plus en plus. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je parle beaucoup de Dieu, même si peut-être je pourrais donner l'impression aux gens que je suis un athée, païen et tout. Ok. Là, c'est eux qui voient, mais moi, je sais la place que Dieu occupe dans ma vie. Et donc, voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire, en fait. Dans des convictions, c'est rare, tu sais, surtout dans notre industrie, des personnes qui sont vocales par rapport à leurs convictions spirituelles, en sachant que cette industrie-là, beaucoup peuvent être prêtés à la franc-maçonnerie, tu vois, beaucoup. Moi, je pars du principe où chacun a ses pratiques. Voilà, maintenant c'est toi, comment tu marches. Et j'ai trouvé ça assez, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, assez particulier, différent, que tu
tu aies cette foi, tu aies cette conviction et que tu la partages. Tu n'aies pas peur que cela, par exemple, t'enlève le contrat ou ce que tu vois. Tu mets le doigt sur un problème. Enfin, un problème. Dieu merci, jusque-là, j'ai pas eu ce problème-là de perte de contrat. Après, je sais pas, peut-être que ça s'est arrivé, j'en sais rien. Mais je me rappelle, il y a super longtemps, j'ai un grand frère qui vit à Paris, qui m'a dit, parce que j'ai écrit un texte sur ma page Facebook et j'ai parlé de Dieu et tout ça. Il m'a écrit une box doucement pour me dire, ah ouais, ce serait pas bien que tu mettes ci, ça va pas mettre ça, ça peut repousser certaines personnes. Et puis, ah bon. En fait, en gros, c'est un peu comme avoir honte de Dieu, en fait. C'est un peu ça. Et moi, je suis pas OK avec ça. Voilà, ben, si ça ne leur plaît pas, OK, ben, désabonnez-vous, ne me suivez pas ou ne travaillez pas avec moi, pas de problème. Je suis pas en train de dire que je suis le plus grand croyant, je suis le plus grand pratiquant. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Oui. Et voilà, je respecte les tiennes si tu es animiste ou quoi, mais c'est pas parce que moi je crois en Dieu que j'en parle que tu veux taire ou étouffer ou que ça devrait même offenser. Peut-être pas collaborer, peut-être. Oui, peut-être. Oui, non, ça peut éviter aussi d'autres. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et encore une fois, ça c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup et parfois on est confronté à certaines choses. Tu sais, souvent, quand spirituellement il y a justement ces bases-là. Tu sais d'où Dieu t'a tiré. Ouais, tu le vis au quotidien. Tu le vis au quotidien, tu te retrouves dans des postures où d'autres personnes qui font le même métier que toi n'ont pas les mêmes, pas forcément les mêmes résultats que toi, n'ont pas forcément les mêmes possibilités que toi, n'ont pas les mêmes retours. Tout à fait. Tu vois ça au quotidien. Il y a des situations desquelles Dieu te tire. Tu sais bien que c'est pas humain, c'est pas le hasard. Oui. Ça, tu le sais. Tu le sens. Pertinemment, voilà. À partir de là, moi, je peux pas m'empêcher d'en parler. Non, je te respecte beaucoup pour ça, en tout cas. Merci. Et je pense que d'autres aussi. J'espère bien. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Mais en tout cas, nous, là, on respecte. C'est très bien, merci. Non, je t'en prie. Il y a un petit concept qui est, donc à cause du podcast, qui est l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Donc, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je t'en remercie, d'ailleurs. C'est une question... Bon, de toutes les façons, on a déjà parlé de beaucoup de choses ici. Selon toi, quel est l'un de tes plus grands regrets, l'une de tes plus grandes erreurs de vie, de ton parcours de vie? L'une de mes plus grandes erreurs de mon parcours de vie. Parce que moi, j'ai pas vraiment de regrets en tant que tel par rapport à tout ce que j'ai fait. J'assume vraiment pleinement tous mes choix parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, tout est fait. Ce qui doit être fait est fait. En fait. Ce qui doit être fait est fait au moment où il doit être fait. Seulement, j'aurais préféré que les choses fassent un peu plus tôt. Par exemple, la décision que j'ai prise finalement de sortir un son, j'aurais aimé pouvoir faire ça beaucoup plus tôt. Parce que voilà, le temps passe aussi. Je veux dire, voilà, on prend de l'âge et tout. Donc, plus tôt on fait les choses, mieux c'est. Mieux. Mais quand Dieu ne donne pas la possibilité de faire ça plus tôt, parce que certainement il veut t'empêcher. Moi, je dis ça comme ça. Je pense qu'il veut t'empêcher de tomber dans un truc qui ne t'aurait peut-être pas arrangé. Ou que tu n'étais pas prêt. Voilà, tu n'étais pas prêt peut-être à gérer ça. Donc, parce que voilà, aujourd'hui, quand on entend ce qui se passe aux États-Unis avec tout ce qui est PDD, tout ce qui est machin, voilà, tu te rends compte que il y a des dérapages. Voilà, il y a des gens qui ont été obligés de faire certaines choses pour atteindre le niveau qu'ils ont atteint et que nous on voit depuis toujours. Tout à fait, voilà, ces 20-30 dernières années, tout à fait. Aujourd'hui, tu te tombes des nues quand tu apprends ça, donc tu te dis que voilà, Dieu veut t'as protégé quelque part. Et il te donne la force de pouvoir faire face à ça au moment où tu seras prêt à y aller. C'est pour ça que je dirais que j'ai pas de regret en tant que tel. C'est juste que j'aurais voulu
faire les choses un peu plus tôt, mais Dieu a permis que ça se fasse maintenant. Dans ce pour une timing. raison bien précise. Donc, par rapport à la musique, déjà, voilà. Et puis, par rapport à même à, j'ai envie de dire, j'aurais voulu pouvoir tourner des films beaucoup plus tôt, mais est-ce que je serais allé à l'école jusqu'au bac plus 5? Ouais. Ça me sert aujourd'hui. Tout à fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis, je peux pas dire que j'ai des regrets. Sauf qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire plus tôt, mais Dieu sait pourquoi il a permis que ça ne se fasse que à telle ou telle époque. Oui, non, tout à fait. Comme on dit, les temps, moi, je marche par ça, les temps de Dieu sont parfaits. Voilà. Donc, parfait. À la seconde, parfait. Donc, voilà. Hier, tu postais sur ton single. Aujourd'hui, nous sommes là, nous en parlons. Ouais. Voilà, c'est le good. It was meant to be, comme on dit. Non, mais vraiment, je voulais te remercier pour aujourd'hui. C'était génial. Mais tant mieux, super. Ouais, non, c'était vraiment cool. Des discussions à cœur ouvert comme ça, je pense qu'il en faut plus. Je t'avais dit, de toute façon. Ouais, tu m'avais dit. Non, c'est vrai. Dans la préparation, j'avais demandé à Landry de me parler de lui. Et il n'était pas très loquace. Ouais, parce que je sais pas quoi dire sur moi en général. Quand on me pose des questions concrètes, on y va. Et on est parti sur là-dessus et ça a glissé. C'est comme ça quand t'as pas de cadavre dans ton placard. C'est une image, hein, tu vois, quelqu'un vient te voir chez toi. La personne est assise genre au bar. Et toi, tu dois ouvrir le placard pour sortir une bouteille, mais il y a un placard que tu peux pas ouvrir parce que c'est vrai que tu as peut-être une bouteille là-bas, mais il y a d'autres choses que tu veux pas qu'on voit. Ben, moi, c'est pas ça. J'ouvre tout. Tu regardes, quoi. Voilà, je vis normalement, je vis simplement. Oui. J'ai pas de choses à cacher, genre, j'ai pas honte, en fait, de moi, de ma vie, quoi. Ma vie, elle est, je veux dire, on est des êtres humains, voilà, on est des pécheurs et tout, c'est clair. Mais voilà, franchement, je vis simplement, j'ai pas de secret, genre, voilà. Comme on peut imaginer que ça n'a rien à voir. Moi, je vis vraiment tellement simplement que je t'avais posé la question en plus. Est-ce qu'il y a une no question? Et tu m'as dit, bah. Je pose la question. Voilà, si je trouve que la question, elle est trop personnelle, trop inclusive, je peux peut-être trouver le moyen de, tu vois, mais en gros, j'ai pas. T'as pas fait beaucoup de pirouettes aujourd'hui? Non, tu vois. Et c'est toujours comme ça chaque fois que je vais, que ce soit en interview ou quoi. Je suis tellement serein parce que je sais que je vais pas dire des dingueries, quoi, parce que j'ai pas fait de dingueries. Ça aide. Contrairement à ce que d'autres personnes peuvent croire, ben non, je suis serein. Donc, quand c'est comme ça, t'es fluide, tu dis les choses, ça sort comme ça sort. Ouais, et puis ça aide même. Beaucoup moins de stress, beaucoup moins de calcul. Voilà, ça t'évite de dire une chose ici et puis une autre ailleurs. Parce que tu vas commencer à mentir et tout. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop, tu vois. J'aime être à l'aise, dire les choses comme elles sont. Et chaque fois qu'on me demande, je dis toujours la même chose. Oui, tout à fait. Non, merci pour aujourd'hui. Merci à toi. C'était tip top. Je pense que c'est tout. On a rien oublié. Je pense. Un message au monde, à une personne qui nous regarde. Je dirais de rester authentique. Il faut vous donner les moyens d'atteindre les objectifs que vous vous fixez, peu importe ce que les autres en disent. Il faut croire en vous. Il faut croire en soi, en général. Et puis voilà, il faut mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, je pense que jusque-là, Dieu merci, ça me réussit bien. Qu'il en soit ainsi. Toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charles Matouba, accompagné de Landry Nyamba, qui nous a fait l'honneur d'être au micro de Pose le podcast aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. It's alright. Nice. Okay. Nice.